Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h à la une de l'actualité. Avec le terrorisme, ils sont nombreux les défis du moment pour l'Union africaine. Actuellement, 55 délégations, dont celle conduite par le président Alassane Ouattara, sont réunies à Addis Abeba pour le 29e sommet qui s'est ouvert hier lundi et dure jusqu'à ce mardi soir. Les résultats du BEPC sont connus depuis ce mardi matin. Le taux national de réussite est de 60,08% contre 59,11% en 2016. Meilleur brain cette année, Bundiali avec un taux de réussite de plus de 81%. La Corée du Nord a procédé à un tir de missiles balistiques qui, selon l'état-major des armées sud-coréennes, a été tiré à 9h40 heure locale ce mardi, jour de la fête nationale américaine. Commençons ce journal par le 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en ce moment même à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara a pris part hier lundi à la cérémonie d'ouverture, une rencontre au sommet placée sous le thème « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Il est en priorité question des crises, des conflits qui agitent le continent, mais aussi d'investissement pour la jeunesse. Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, fortement mobilisé à Addis Abeba pour offrir un avenir meilleur à la jeunesse africaine. L'Afrique qui, selon le président de la Commission de l'Union africaine, affiche un visage de plus en plus prometteur, a le devoir d'investir dans sa jeunesse en vue de préserver les acquis et de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Il s'agit donc, selon le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, de mutualiser les efforts afin de créer un espace africain propice à l'épanouissement des jeunes à travers la transformation des systèmes et méthodes de gouvernance. L'Afrique doit devenir un havre de paix, de prospérité, propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation. L'avenir de nos jeunes, de nos femmes, de nos jeunes filles en dépend. Plus que jamais, prenons le train de l'action pour réaliser le développement démocratique. Filles et fils d'Afrique, je demande donc de vous lever, de vous donner les mains pour que l'Afrique, dans sa plénitude, joue le rôle qui lui est dévolu dans la gestion des affaires mondiales. Comme je l'ai toujours dit, lorsque l'Afrique est unie, elle fait entendre sa voix, elle gagne. La réforme institutionnelle de l'Union africaine, également au cœur des travaux de ce 29e sommet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a marqué son accord sur les différents points de cette réforme. Il y a d'abord la représentativité ou la représentation au niveau du sommet. Nous avons décidé que désormais, ce sera le président ou le vice-président ou le Premier ministre. Et à titre exceptionnel, le ministre des Affaires étrangères. Je crois que globalement, nous sommes tous d'accord pour cela. La deuxième chose, c'est le financement. C'est de faire en sorte que nous puissions nous financer nous-mêmes et que les priorités de l'Union africaine soient bien définies et qu'il y ait une rigueur dans la gestion. Et ce faisant, nous avons accepté que chaque pays puisse payer 0,2% de prélèvement sur les importations hors Afrique. J'ai signé une ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er juillet et nous avons payé également notre cotisation sur la base ancienne pour l'année 2017. Et s'il y a un complément, bien sûr, nous le ferons en temps opportun. Sur cela, il y a certains États qui ont demandé à avoir une réévaluation de la situation, mais cela peut être examiné dans le cadre, bien sûr, d'un comité des ministres des Finances et des propositions à faire aux chefs d'État. En ce qui concerne le NEPAD, c'est de transformer le comité de chefs d'État et de transférer tout ça en une agence auprès du président de la Commission pour plus d'efficacité. Et nous avons donné notre accord parce qu'il faut rechercher l'efficacité dans le fonctionnement de notre Union. Et ce faisant, j'ai insisté pour qu'il y ait une coordination
avec la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, c'est notre outil de financement. Et ils ont tout de même des experts, ils ont des départements sur les questions d'infrastructure, d'énergie. Et par conséquent, c'est également une bonne réforme. Peut-être qu'à l'avenir, il faudrait voir comment les chefs d'État peuvent être associés à un examen périodique de toute cette évolution. Donc voilà, je dois dire que ce sommet est un très bon sommet. Je félicite le président Alpha Condé qui a fait preuve de rigueur, de fermeté, et aussi le président Kagame qui nous a présenté un document très fouillé qui a eu l'adhésion de la plupart des chefs d'État. C'est une très bonne évolution. L'intégration numérique de l'Afrique est aussi en marche avec le lancement de son nom de domaine Dot Africa. Dot Africa qui va accorder aux Africains leur propre espace sur la toile. Et puis une contribution inédite, le président zimbabwéen Robert Mugabe a offert 300 000 bœufs pour une valeur de 1 million de dollars, soit près de 580 millions de francs CFA, à la fondation de l'Union africaine. Ici en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou a été faite commandeur de l'Ordre national. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, qui est en fin de mission dans le pays, a été distinguée par le gouvernement ivoirien pour sa compétence et son dévouement. C'était hier au cours d'un déjeuner en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sidonie Davila. Pour ses actions en faveur de la paix, elle a été faite commandeur de l'Ordre national par l'État de Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou a été nommée depuis le 17 mai 2013 comme représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. 4 ans au cours desquels elle a travaillé sans relâche pour coordonner et multiplier les actions sur le terrain. Je veux saluer en vous une diplomate élite qui a fait valoir en Côte d'Ivoire ses qualités de négociateur, de médiateur et de réconciliateur. Je salue également avec fierté une sœur africaine qui, grâce à ses qualités morales et professionnelles, ainsi qu'à son sens élevé des relations humaines, a su déployer les efforts nécessaires pour réussir sa mission ici en Côte d'Ivoire. Cette décoration reçue au cours d'un déjeuner offert par le gouvernement, Aïchatou Mendaoudou l'aperçoit comme le symbole de l'excellence des relations entre son organisation et son pays d'accueil. Si aujourd'hui, cette mission est considérée comme un succès, c'est essentiellement en raison du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'engagement des partenaires internationaux en faveur de la paix. Mais plus important encore, une opération de maintien de la paix ne peut atteindre ses objectifs et se retirer que dans des contextes où le gouvernement est un partenaire responsable et déterminé à tout mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins essentiels de sa population. Aïchatou Mendaoudou, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, a été baptisée au cours de ce déjeuner d'adieu Nana Aïssia II, ou la vagabonde de la paix par le gouvernement, qui s'est engagé à œuvrer à la pérennisation des acquis de paix. Je vous le disais en titre, les résultats du BEPC session 2017 sont connus depuis quelques heures. Au plan national, le taux de réussite est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. La draine de Bundiali a été proclamée meilleure draine cette année pour avoir obtenu le meilleur taux de réussite, soit 81,20%. Les résultats ont été proclamés officiellement ce matin par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, depuis le lycée Oufouette-Boigny de Korogo. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. En bref et en images, encore une fois, les 242 910 candidats au baccalauréat session 2017, eux, sont ce mardi à leur deuxième jour de composition. Les épreuves écrites ayant effectivement démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Ces épreuves écrites du baccalauréat session 2017 marquent donc la fin des examens à grand tirage. La composition se poursuit donc jusqu'en fin de semaine partout en Côte d'Ivoire. Le constat de nos différents correspondants.
Procédant au lancement des épreuves écrites du baccalauréat au lycée Antoine Gauze, le préfet du département de Daloa a demandé aux candidats de se débarrasser de toute idée de tricherie avant de rappeler l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Et pour vérifier l'application de ces consignes sur le terrain, le DREN Adama Sekongo a visité certains centres de composition. Au lycée moderne 5, 750 candidats composent dans 25 salles. L'atmosphère était à la concentration et les examinateurs affichaient un sentiment de sérénité et de confiance. J'ai choisi le premier sujet, le sujet de résumé, parce que c'est un sujet, à ma compréhension, c'est abordable. Bon, le sujet que j'ai choisi, c'est le sujet de la dissertation qui parle de la littérature et l'histoire. Le sujet me semble bien et c'est pour cela que j'ai choisi. Le DREN a encouragé les candidats à se concentrer et à travailler en toute quiétude. Les surveillants ont été également invités à la vigilance afin d'éviter les tricheries. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, vous encouragez. Concentrez-vous, évitez tout ce qui peut vous compromettre, les portables, les montres intelligentes. Ce sont au total 9 999 candidats répartis dans 16 centres qui affrontent cet examen du baccalauréat dans la DREN de Daloa. Les candidats composeront jusqu'à vendredi prochain. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le mardi 25 juillet. À Dimbokro, les autorités éducatives et administratives ont porté leur choix sur une jeune fille parmi les candidats au bac en 2017 pour la vérification des enveloppes contenant la première épreuve de cet examen, le français. Dès 7 h du matin, examinateurs, membres du secrétariat, harmonisateurs et responsables du lycée étaient déjà à leur poste. Quand arrive le préfet de la région d'Uzi, préfet du département de Dimbokro, les candidats aussi, chacun cherchant à vérifier son nom sur la liste et sa salle de composition. Le dispositif d'examen installé, les candidats présents ainsi que les personnels, le préfet de Dimbokro a donné les conseils d'usage sur le ton de l'exhortation pour que le bac à Dimbokro cette année se déroule normalement. Pour tous ceux qui sont allés régulièrement à l'école, qui ont étudié, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas réussir. Le préfet de Dimbokro, après le lancement du bac, a présidé la cérémonie de salut aux couleurs. Il attend des candidats qu'ils démontrent par un fort taux de réussite qu'ils méritent la confiance des populations. On s'en souvient, durant 2 mois, de décembre à janvier dernier, les élèves de Dimbokro étaient à la base des perturbations de l'école dans leur région. Et les populations n'ont pas attendu pour fustiger leur incivisme. Cette année, ils sont 2227 candidats à l'assaut du bac dans les séries A2, C, D et A1, répartis dans les centres de Dimbokro et Bokanda. À San Pedro, c'est le lycée moderne Inagui qui a servi de cadre au lancement écrit du baccalauréat 2017. Cette année, ce sont 4 824 candidats qui composent pour le bac général, tandis que 729 autres affrontent le bac technique. Contrairement au CEP et au BPC, où les candidats ont eu des difficultés pour se rendre dans leur centre, pour le bac, des dispositions ont été prises. Nous avons demandé à tous les candidats qui sont à la périphérie, qui sont de l'autre côté des rivières, de venir en ville depuis hier. Les épreuves prennent fin ce vendredi. Les élèves issus des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire ont aussi débuté lundi leurs évaluations de fin d'année dans 74 centres répartis sur l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle de démarrage des épreuves écrites des examens a été organisée au Centre culturel islamique de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, suivie d'une visite guidée des centres d'examen par Gassoro Kone. L'unicité de Dieu, les paroles du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, les dogmes et la biographie du Saint-Coran composés en arabe, la grammaire, la conjugaison, la dictée et l'expression écrite composée en français. Ce sont les épreuves auxquelles sont soumis les candidats aux examens nationaux islamiques. Repartis dans les différents établissements confessionnels islamiques sur tout le territoire national, les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE, au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat des centres d'examen du district d'Abidjan ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique, d'INESI et DGI. Ces enfants qui, en tout cas, constituent pour nous la crème, n'est-ce pas, de notre jeunesse, vont bien s'illustrer au cours de ces examens. En termes de difficultés, pour l'instant, nous ne notons pas de difficultés.
Et nous devons croire que tout continuera comme ça jusqu'à la fin de ces examens qui sont donc prévus pour 2 jours. Nous avons vu 2 ou 3 salles et le caractère calme de l'examen en dit long sur justement le sérieux avec lequel l'organisation a été faite. Selon surveillants et candidats, tout se déroule dans de meilleures conditions. On a commencé à 7h30. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Sincèrement dit, sur moi, c'est pas trop difficile comme ça. Parce qu'il y a bossé un peu avant de venir. Au total, 7789 candidats, dont 4033 au CEPE, 1531 au BEPC et 281 au baccalauréat prennent part à ces examens nationaux islamiques. Notre reporter l'a dit, ils sont en tout 7789 élèves issus des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire qui ont commencé leurs évaluations de fin d'année. Les fortes pluies à Abidjan ne sont pas sans conséquences sur les routes. Les embouteillages sont de plus en plus monstres. Pour circuler dans la métropole, il faut être patient, courageux et avoir le sang-froid face à l'indiscipline et le manque de courtoisie de nombreux automobilistes abidjanais. Constat sur nos routes avec Godefroy Okambawa et Patricia Omouitia. Difficile pour cette ambulance de se frayer un chemin dans ce bouchon interminable. Nous sommes sur l'axe Adjamé-Indénié. À Abidjan, chaque saison de pluie rime avec embouteillage et la situation se complique davantage. Je suis sortie de la maison depuis 6h30, mais à cause des embouteillages, c'est à 8h30 là que j'arrive à Cocody. Je viens de Yopougon. Adjamé converge vers le plateau, Cocody converge vers le plateau, Abobo converge vers le plateau, donc ce qui fait que ça amène toute la population à faire un embouteillage. Une situation parfois due à l'incivisme des automobilistes, malgré le rappel à l'ordre des forces de sécurité. Le feu ne marche pas, rien. Il y a des gars qui conduisent comme ils veulent, donc ça fait que bon, il n'y a pas de respect dans la conduite, quoi. Donc ça fait que c'est ce qui crée les embouteillages là. Sur le boulevard Latry, par exemple, dans la commune de Cocody, les véhicules roulent lentement. Le tableau de bord affiche 10 km/h. Le problème est réel, le parc automobile ivoirien ne cesse de s'accroître. Le constat est également clair, les embouteillages font partie désormais du quotidien des Abidjanais et les bouchons jouent sur les horaires de travail. Outre l'indiscipline et le manque de courtoisie, à l'incivisme. L'incivisme est aussi à mettre au compteur des mauvaises pratiques des populations abonnées aux constructions sur les flancs de collines, aux occupations anarchiques de domaines publics et aux branchements illégaux sur le réseau électrique. Zoom sur tous ces actes d'incivisme qui plombent l'économie nationale avec notre reporter Franck Quadio. Des enfants jouant sur un terrain vague, autour d'eux, un décor saisissant. Le nom du quartier, Opéra, en hauteur des habitations, d'autres le long d'une colline à l'aspect friable. Ici vivent plusieurs familles s'accommodant des mauvaises saisons, surtout celles pluvieuses avec leur lot d'éboulements et d'inondations. Celle d'Oulaï est installée sur le site depuis une vingtaine d'années. Quand il pleut, il y a toujours des risques. Mais cette année, à propos d'ici, vraiment, il n'y a pas encore de risques. Résignation ou négligence, ce père de famille préfère parler de manque de moyens financiers. Sur le flanc de la colline, plusieurs maisons menacées par l'érosion causée par l'eau de ruissellement. Du bas, on peut apercevoir cet ouvrier tentant de colmater quelques brèches commis à cette tâche régulière par une des familles vivant là. Que le sol est en train de finir en bas là. Bon, cherche de solution, comme on appelle le maçon comme ça. Bon, on creuse le trou et on fait une fondation, on remplit avec du gravat. Et puis, bon, on met le ciment dessus. Un peu partout, à travers le district, des habitations précaires, sans schéma directeur. D'autres sans titre immobilier ou foncier. Certains construisant même sur le domaine, voire des ouvrages publics. Où l'eau doit passer là, il y a les gens, eux, ils viennent construire là-bas, genre n'importe comment. Il y a des gens qui construisent une maison où on ne doit pas construire une maison. Il y a des sociétés qui bouchent des caniveaux. L'indiscipline urbaine poussée à son paroxysme. Un autre tableau, les branchements anarchiques. Dans le secteur de l'électricité, par exemple, il suffit de lever les yeux
Dans certains quartiers, elle s'exprime à travers ces toiles de fils électriques. Il y a des gens qui branchent leur compteur avec une autre cour, que c'est le compteur, mais ce n'est pas pour eux, tu vois. Voilà, il y a des gens qui prennent l'argent par mois, 2000, 3000, ça dépend. Si c'est le courant ampoule, ça dépend souvent, on prend 1000 francs. Si c'est frigo comme ça, on prend 2000 quoi. Celui qui veut avoir de l'électricité, qui n'a pas les moyens, il se dit qu'il a une autre connaissance pour pouvoir utiliser le courant. Donc, il va se donner une pratique qui va lui-même le mettre en insécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, le manque d'information, le manque de savoir, tu deviens dangereux pour la société, pour toi-même. Un branchement direct sur le réseau causerait 40 milliards de francs CFA de pertes à l'État par an. Et le pire, selon la compagnie ivoirienne d'électricité, il y a quelques années encore, 25% des abonnés sur le réseau électrique étaient concernés au niveau national par la fraude. À Boribana, dans la commune d'Atekoubé, l'ampleur de la fraude a amené les autorités à faciliter l'accès à l'électricité. Avant, on n'avait pas assez de courant. Il n'y avait pas de lumière dans le quartier. Le gouvernement a essayé de s'entendre avec la Banque mondiale pour nous envoyer des niches. Donc on a eu les niches, maintenant on a le courant. Un cas isolé, tant les habitudes ont encore la peau dure. On va beau donner des informations, mais il y aura des personnes qui vont se donner à de mauvaises pratiques. Non seulement ils prennent le courant eux-mêmes, mais ils distribuent aussi aux tierces personnes qui eux-mêmes deviennent la CIE. Reste peut-être passer la phase de sensibilisation à mettre les populations face à leurs responsabilités. Une prise de conscience qui pourrait éviter bien de catastrophes à l'avenir. Et justement, sur cette question d'incivisme, RTI 1 vous propose ce soir une émission spéciale sur les branchements et constructions anarchiques ainsi que l'insalubrité. Une émission présentée par Lassine Fofana à suivre ce soir, donc à partir de 20h50. Direction au Zimbabwe, où vient de s'achever la 9e conférence du comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain. La rencontre a enregistré la participation de 26 États membres dont la Côte d'Ivoire, représentée par Souleymane Diarra-Souba. Le ministre ivoirien du Commerce et de l'Artisanat et ses homologues ont plaidé pour le développement du secteur de l'artisanat qui occupe à lui seul environ 10% du PIB dans les économies africaines. Compte rendu, Mahama Traoré. Bulawayo, deuxième plus grande ville du Zimbabwe, hôte de la 9e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain, CODEPA. Une seule question sur la table de ces 2 jours de travaux, les politiques nationales, régionales et continentales de développement et de promotion de l'artisanat dans les États membres du CODEPA de 2010 à 2015. Le constat est clair, l'artisanat occupe encore une faible place dans les économies africaines. Sur le continent, la moyenne est d'environ 10% du produit intérieur brut, PIB. En guise de solution pour l'essor du secteur de l'artisanat en Afrique, le CODEPA plaide pour une forte implication des chefs d'État. Et pourquoi pas choisir le développement de l'artisanat et des petites entreprises comme thème de l'un des sommets de l'Union africaine en 2018. La rencontre de Bulawayo milite également pour une reconnaissance officielle du CODEPA par l'organisation panafricaine. Un combat qui sera désormais mené par le Zimbabwe, qui succède à la Côte d'Ivoire à la présidence en exercice du CODEPA. Comme bilan de ce mandat d'1 an, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Artisanat, Souleymane Diarra-Souba, a relevé la mutualisation des bonnes pratiques entre États membres et l'extension de la protection sociale aux artisans, décidée en avril 2017 par le Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'emploi et le travail. Cette 9e conférence des ministres a enregistré une nouvelle adhésion au CODEPA, celle de l'Afrique du Sud, première puissance économique du continent. Ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, dans le centre du pays, le ministère des Transports initie un séminaire sur l'élaboration du document de programmation pluriannuel des dépenses et des projets annuels de performance. Ce document, qui couvre la période 2018-2020, veut répondre aux nouveaux défis du secteur. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Boaké.
Les acteurs de la direction des affaires financières du ministère des Transports sont en séminaire à Yamoussoukro. Il s'agit pour ces professionnels d'élaborer le document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance DPP-DPAP au titre de la période 2018-2020. Il fait suite à la directive portant loi des finances au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et conformément à la loi organique relative aux lois des finances qui a amené le gouvernement à engager d'importantes réformes budgétaires. C'est l'actualisation de notre document de programmation pluriannuelle des dépenses que nous appelons le DPP-DPAP en vue de nous projeter sur les 3 années à venir, 2018, 2019, 2020, pour que nous puissions présenter au mieux ce que le ministère des Transports entend faire pour les populations ivoiriennes. Pour finaliser le document, 4 axes seront pris en compte. Le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats, la réforme des modes de gestion, le renforcement de la transparence et le développement de la pluriannualité. Un exercice très important pour le ministère des Transports. Sur la base de cette loi, le gouvernement a engagé des réformes au niveau budgétaire. C'est donc toute l'implication du gouvernement et donc du ministère des Transports dans l'atteinte des objectifs de ce séminaire. Le présent atelier d'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance va durer 4 jours. Une importante délégation est à Abidjan pour une réunion annuelle. Une délégation composée de directeurs généraux, directeurs techniques et directeurs commerciaux et marketing de plusieurs télévisions africaines. Plusieurs sujets seront évoqués lors de cette rencontre qui va durer 48 heures. Ce sont notamment la formation des journalistes et les échanges de programmes télé. Patricia Omouetia nous en dit plus. L'audiovisuel connaît des mutations dans le monde et sur le continent africain, marquées par la transition de l'analogie vers le numérique. Les auditeurs et téléspectateurs consomment la radio et la télévision hors de leur domicile sur des appareils connectés, à savoir le smartphone, la tablette, l'ordinateur et autres. De telles attitudes ont conduit l'Union africaine de radiodiffusion à reprendre le leadership par la réflexion et l'action. Occasion pour la structure d'engager la réflexion sur les grandes problématiques de l'audiovisuel. Nous sommes donc à Abidjan pour plancher sur les questions qui concernent le marketing, la technologie et la formation au sein de l'UAR. Et à l'ordre du jour, nous avons le problème de One Minute Project, nous avons le problème, la question de cette méga production que nous voulons réaliser cette année, nous avons la question du réseau de distribution ou des échanges de programmes et bien d'autres questions encore. Nous pensons que si ces projets sont traduits en actes, nous allons booster considérablement l'UAR. La question du genre et la formation des journalistes seront également évoquées. À Kigali, au Rwanda, il y sera question de la promotion du genre dans les médias. Et lorsqu'on parle de promotion du genre, nous pensons d'abord aux dames, c'est vrai. Elles sont la première cible. Comment faire en sorte que les dames puissent être beaucoup plus responsabilisées dans nos rédactions et dans nos médias. La commission marketing de l'Union africaine de la radiodiffusion va également élire son nouveau président au cours de ses assises. La structure va engager une refondation pour ses missions et tient à accompagner ses membres dans la révolution numérique. Les menaces, les appels à la retenue ou les promesses de dialogue n'ont eu aucun effet. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques, le 13e depuis le début de l'année. Selon l'état-major des armées sud-coréennes, l'engin a été tiré à 9h40 heure locale ce mardi 4 juillet depuis le pas de tir de Pangéon, près de la capitale, le jour de la fête nationale américaine. On retrouve Sidonie Davila. La Corée du Nord vient de lancer un nouveau missile, le 3e de type intercontinental. Le tir, ordonné et supervisé par le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un, a atteint une altitude de 2802 km et a volé pendant 39 minutes avant de frapper avec précision son objectif. Pyongyang parle d'une étape historique dans le développement de son système de dissuasion nucléaire et se dit désormais en mesure de frapper n'importe quel point de la planète.
Ce nouvel essai intervient le 4 juillet, au moment de la célébration de la fête nationale des États-Unis, quelques jours après un premier sommet entre les présidents américains et sud-coréens. Sommet consacré à la menace nord-coréenne. Le président américain a tweeté ce mardi: « La Corée du Nord vient juste de lancer un autre missile. Ce type n'a-t-il rien de mieux à faire de sa vie? Difficile de croire que la Corée du Sud et le Japon toléreront cela très longtemps. Peut-être que la Chine va faire un geste fort au sujet de la Corée du Nord et mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. » De son côté, Tokyo proteste vivement contre ce qu'il considère comme un empiètement manifeste des résolutions des Nations Unies. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe déclare par ailleurs qu'il prévoyait de demander à la Russie et à la Chine de jouer un rôle plus constructif face à la Corée du Nord à l'occasion du sommet du G20 qui aura lieu les 7 et 8 juillet prochains à Hambourg, en Allemagne. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que les résultats du BEPC session 2017 sont connus depuis seulement quelques heures. Au plan national, le taux de réussite est de 60,08% contre 59,11% l'année dernière. Merci donc de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur RTI.